Maintenant, on va avoir le plaisir d'avoir comme conférencière Mme Joanne Larocque. Mme Larocque qui est à l'Institut de cardiologie depuis plusieurs années, qui a eu de l'expérience au niveau de plusieurs cliniques et plusieurs groupes de patients. On a le plaisir d'avoir Mme Larocque à la clinique d'insuffisance cardiaque depuis, si j'en juge, plus de 13 ans maintenant. Elle est membre de plusieurs comités, dont le comité des soins palliatifs à l'Institut de cardiologie de Montréal. Elle a travaillé sur plusieurs livres et manuels, dont Le mieux vivre avec l'insuffisance cardiaque. Et elle participe, comme vous le savez tous, à la publication là, de la SQC, le chroniqueur, dans sa capsule Nutrition. Donc, Mme Larocque, bienvenue. Alors, d'abord, je vous remercie les organisateurs, puis ce que je vais essayer de vous faire... Pardon? Oui? Je suis moins grande que Denis. Est-ce que ça va maintenant? OK. Puis, je vais essayer de vous tenir en appétit, donc, jusqu'au dîner. Alors, on y va. Je vais d'abord vous donner quelques données. Je vais vous donner des chiffres, c'est ça, sur des statistiques sur la dénutrition, la cachexie cardiaque. On va ensuite voir en quoi consiste l'évaluation nutritionnelle. Je vais vous parler du dépistage de la malnutrition. On va voir en quoi consistent les outils de dépistage qui peuvent être utilisés. Alors ça, c'est juste pour vous montrer que déjà en 1944, on parlait déjà de malnutrition au Canada. Donc aujourd'hui, 67 ans plus tard, c'est encore un sujet qui est d'actualité, puis vous allez voir, particulièrement pour nos patients insuffisants cardiaques. La dénutrition en insuffisance cardiaque, c'est quelque chose qui est très important. Donc, comme vous voyez, il y a plus de 50% de nos patients hospitalisés qui sont dénutris. Donc, la majorité, la moitié. On a de 36 à 53% de nos patients en classe 3 et 4 qui sont dénutris. Ce que ça a pour effet, donc on sait qu'on augmente comme ça la mortalité et ils ont une diminution de leur classe fonctionnelle. Chez nos insuffisants, lorsqu'on a une perte de poids involontaire qui est plus grande que de 7,5% de leur poids, quand on dit le poids normal, en fait, c'est le poids sec. C'est sûr que si le patient il vient de sortir de l'hôpital en surcharge, donc là, ça ne s'applique pas. On fonctionne à ce moment-là avec le poids sec. Donc, on sait que c'est un facteur de risque pour nos patients. Le risque de dénutrition est très élevé, puis on va y revenir un petit peu plus loin. Donc, principalement parce qu'ils ont des besoins plus grands, ça, on va voir pourquoi. Et ces besoins-là, ils sont difficiles à combler. L'autre chose, on sait qu'ils ont souvent des hospitalisations fréquentes, donc là aussi, on va jouer sur le risque de dénutrition. Ici, juste pour vous montrer, ça, on appelle ça le cercle vicieux de la dénutrition, puis vous allez voir, c'est un processus qui s'applique très bien à nos patients insuffisants. Donc, on débute, on a un état nutritionnel de plus en plus précaire. Donc, comme je vous dis, on augmente les complications, la morbidité. Donc, ce qui arrive, nos durées de séjour sont augmentées et comme conséquence, bien, on diminue l'accessibilité des services en centre hospitalier de courte durée. On prolonge ou on aggrave la malnutrition et là, il y a 3 issues possibles. Donc, on augmente la mortalité, on augmente les soins prolongés, le retour à domicile est compromis et là, on a des réadmissions qui sont non planifiées et qui peuvent être plus fréquentes, et là, le cercle recommence. Donc, comme je vous disais, chez nos patients insuffisants, ça s'applique très bien. La dénutrition, bien, il y a des impacts majeurs pour nos patients. Donc, on augmente la fragilité. Puis déjà, par leur maladie, la complexité de leur maladie, on sait qu'ils sont déjà fragilisés. Denis a parlé tantôt de l'hyponatrémie dans les facteurs les risques de chute. Donc, la dénutrition est reconnue comme un facteur de risque. En plus de ça, souvent, nos patients avec l'orthostatisme, donc, voyez-vous, on augmente de beaucoup les risques de chute. On diminue leur autonomie, donc la faiblesse musculaire, ils sont moins actifs, donc d'où une diminution de leur qualité de vie. On diminue la résistance aux infections, donc ralentissement de la cicatrisation. Et souvent, quand nos patients reviennent, qui sont de plus en plus hospitalisés, on peut également augmenter les plaies de pression. On retarde, comme on disait tantôt,
la guérison et ça peut prolonger au niveau de la réadaptation et évidemment le risque de morbidité, mortalité qui est plus élevé. La dénutrition, elle a aussi un impact sur le système de santé. Donc, comme on l'a vu tantôt, en augmentant les durées de séjour, il y a un engorgement qui se fait au niveau des unités de soins, donc le roulement est moins grand. On a une utilisation accrue des ressources pour traiter les complications, donc que ce soit les infections, les chutes, et évidemment, il y a une augmentation des coûts qui s'ensuit. Je vous disais tantôt que nos insuffisants ils ont des besoins plus grands et sont difficiles à combler. Donc déjà, vous voyez, c'est des symptômes que nos patients vont souvent nous rapporter. Donc l'anorexie, la satiété précoce, inconfort postprandial, inconfort abdominal. Principalement, nos patients vont avoir plus de malaise digestif quand ils sont en insuffisance cardiaque droite. Donc les nausées, vomissements, c'est souvent des choses qui nous sont rapportées. On a parlé dans les autres présentations aussi, nos patients, ils sont lourds, donc ils n'arrivent pas juste avec leur insuffisance cardiaque. Il y a souvent, moi comme nutritionniste, il y a plusieurs comorbidités sur lesquelles la nutrition va avoir un rôle à jouer. Donc on parle de diabète, l'insuffisance rénale, on a de plus en plus de dysphagie, l'anémie, etc. Il faut faire attention, les restrictions alimentaires. Comme nutritionniste, quand il y a plusieurs pathologies, mais des fois, il y a des restrictions qu'on va peut-être éliminer, justement dans le but pour un patient qui est dénutri. Donc, c'est de cibler la priorité, puis ce qu'on veut, c'est que le patient, il s'alimente. Donc, il faut vraiment voir, réévaluer, puis comme je vous dis, trop de restrictions alimentaires, des fois, on n'y pense pas, il y a, je ne sais pas, un potassium qui va être plus élevé, on va dire au patient, il faut couper telle chose, mais le patient, des fois, c'est vraiment pas la base de son alimentation, donc il faut vraiment faire attention. Ce qui contribue aussi, on a des problèmes de malabsorption dus à la mauvaise circulation. Il y a des pertes de nutriments à cause de la congestion veineuse au niveau intestinal. Donc, quand je vous disais besoin plus grand, vraiment difficile à combler. Ils ont, quand on parle du métabolisme de base, donc juste le fait souvent d'être plus dyspnéique au repos, ils ont un métabolisme qui est augmenté de 18 %. Denis a parlé tantôt de la polymédication. Donc, souvent, les patients vont dire, bien, après que j'ai pris mes 12 pilules, j'ai plus faim. Il y a les effets secondaires aussi qui peuvent être associés à la médication. Nos patients plus âgés, mais comme je vous disais, par exemple, on a plus de dysphagie. On sait que déjà le fait de vieillir peut augmenter le risque de malnutrition. Donc, nos insuffisants, dans tout leur contexte, tout ce qu'ils ont, donc, sont encore plus à risque. Maintenant, on va parler de la cachexie cardiaque. Je vous ai mis la définition. La cachexie, dans le fond, c'est un état de sous-alimentation qui est vraiment caractérisé par une perte de tissu adipeux, donc la masse grasse, et on dit la masse maigre, la masse musculaire. C'est vraiment la particularité dont les gens vont puiser au niveau de leurs muscles. Il y a aussi une perte au niveau de la densité osseuse. La cachexie, elle n'arrive pas du jour au lendemain, donc ça se manifeste graduellement. Et de là, plus vite on va intervenir, donc à la limite, on va éviter la cachexie ou du moins, on va la retarder le plus possible. La cachexie, on compare dans des études, quand on parle des pronostics mortalité, c'est comparable à beaucoup de cancers. Donc, c'est vraiment pour ça qu'on veut l'éviter, pour éviter les complications et la mortalité. Ici, on a quelques données. Donc, chez nos patients insuffisants, on a de 5 à 15 % de nos patients qui vont développer de la cachexie. Vous avez la mortalité là, à 6, 12, 18 mois. Je porte votre attention à 18 mois. On a comparé donc nos patients insuffisants non cachexiques avec les patients cachexiques. Et vous voyez qu'en présence de cachexie, la mortalité est de 3 fois plus à 18 mois. Donc, comment maintenant on peut faire pour cibler ces patients-là? Bien, je vais d'abord vous parler de l'évaluation nutritionnelle. Donc, le but de l'évaluation, c'est vraiment de définir l'état nutritionnel d'un patient et d'évaluer est-ce qu'il y a besoin de faire une modification nutritionnelle thérapeutique. Donc, comme je vous disais tantôt, ça en tenant compte de toute l'histoire, les pathologies, tout ça. On peut confirmer la présence d'une dénutrition, déterminer le type et la gravité. On va évidemment élaborer le plan de traitement du patient qui va être adapté, mais surtout, ça va être un suivi pour évaluer la réponse au traitement. Donc, voir est-ce que ce qu'on fait,
on a une réponse efficace. Ici, c'est juste pour vous montrer, là, dans le fond, selon le Code des professions, donc l'évaluation nutritionnelle, c'est le champ d'exercice en nutrition clinique des diététistes. Donc, comme je vous disais, évaluer, déterminer, on met en œuvre puis on réévalue. Donc, c'est vraiment le but de l'évaluation nutritionnelle. Comment on fait l'évaluation nutritionnelle? Bien, évidemment, comme tout professionnel, à la base, il y a le jugement clinique. Mais une façon simple de le retenir, c'est une approche globale ABCD. Donc, on va analyser, c'est les données anthropométriques, biochimiques, vous avez les données cliniques et diététiques. Donc, je vais passer rapidement sur chacune. Dans les données anthropométriques, donc, comme je vous disais, c'est évaluer les réserves adipeuses et la masse musculaire. Les mesures de base, donc, évidemment, le poids sec, la taille, les tours de taille. Tours de taille chez nos patients, bon, ça dépend du patient, ça dépend dans quel état il est. Un jeune patient qui a aussi des problèmes coronariens, qui a du poids à perdre, bon, on pourrait l'utiliser, mais comme je vous dis, il faut tenir compte qu'on a des patients qui ont de l'acide et tout ça, donc c'est le jugement clinique qui rentre en compte. L'histoire de poids, je vous dirais qu'elle est super importante. Comme je vous disais tantôt, un patient qui vient d'être hospitalisé, si vous lui demandez s'il a perdu du poids, bien, il peut vous dire « oui, je viens de perdre 15-20 livres ». Mais souvent, de faire l'histoire de poids, de dire « il y a un an en arrière, qu'est-ce que c'était votre poids ?» C'est pas rare que vous allez voir les patients, tantôt, là, quand on mentionnait la perte de poids qui est plus grande que 7,5 % du poids habituel. Donc, vous allez voir que c'est quelque chose qu'on voit quand même assez, fréquemment. Ici, un petit mot, vous avez peut-être déjà vu dans la littérature, on parle du paradoxe de l'obésité. Donc, c'est qu'on a observé que les gens qui avaient un indice de masse corporelle chez nos insuffisants, de 27 à 29, étaient mieux protégés. Merci. Étaient mieux protégés face à la mortalité que les gens qui avaient un IMC plus bas ou plus grand. Je vous dirais, c'est un petit peu aussi comme nos personnes âgées. Vous savez, quand on parle de l'IMC, on dit que c'est jusqu'à 65 ans, mais dans le fond, quand on augmente en âge, par exemple, une personne de plus de 80 ans, bien, une IMC à 29 est considérée là, correcte. Les examens biochimiques, bien, c'est nos labos, c'est nos examens de laboratoire. Ce que ça permet, c'est de détecter des changements avant la perturbation biologique ou les manifestations cliniques. Donc, par exemple, on pourrait cibler rapidement une baisse d'hémoglobine, une augmentation de l'acide urique sans qu'il y ait de gouttes, etc. Ça permet de vérifier, comme je le disais tantôt, la réponse au traitement. Puis, je ne peux pas vous dire qu'en malnutrition, il y a un indice qui est meilleur qu'un autre pour la malnutrition. C'est vraiment l'approche globale, donc le ABCD. Par contre, ce qui est intéressant, vous connaissez l'albumine. L'albumine a ses limites. Bon, on parlait tantôt avec l'insuffisance rénale, l'inflammation. Ce qui peut être intéressant, c'est d'utiliser la préalbumine, donc ce qu'on appelle la transthyrétine. Et nous, comme nutritionnistes, c'est intéressant parce que comme la demi-vie, elle est courte, ça nous permet de voir plus rapidement si on instaure un soutien nutritionnel, donc la réponse du patient. Donc, ça peut être intéressant à utiliser.